Bonjour à tous. On voit pas très bien le texte, je suis un peu déçu. Je voulais faire une entrée théâtrale, mais ça marchait pas sur mon ordinateur. J'ai quand même fait un truc à minima théâtral. Ça, c'est un plan. Vous avez tous fait plein de projets dans votre vie, et au début, il y a un super plan. Il est comme ça. Ça se passe bien, tranquillou pilou. Rapidement, bon, ça se complexifie un peu. Votre application devient de plus en plus compliquée. Ensuite, c'est carrément un giga bordel. Et après, on va vous demander, putain, ce serait bien qu'on arrive à chercher là-dedans, quoi. Franchement, ce serait facile. Et on va faire ça en utilisant, notre bon vieil ami PostgreSQL. Il est là, il est costaud, on a un cluster avec des gigas de trucs. De toute façon, Doctolib, ils font avec Postgre, donc c'est que ça marche. Du coup, on emmène tous nos éléphants là, à faire la bataille. Ils vont contre-attaquer et rapidement, ça va devenir le bazar. Et la belle planète de Star Wars, elle va exploser. Vous avez vu, j'ai fait des efforts de ouf sur le thème, alors qu'en fait, j'en ai rien à de Star Wars, j'y connais que dalle. Et du coup, pour les puristes, ça va peut-être vous faire saigner les oreilles sur ce que je vais dire. Je vais peut-être écorcher 2-3 noms, donc je m'excuse par avance. Mon talk s'intitule « Mon Elasticsearch a perdu la boule ». On est ici au Brescamp, donc je remercie tous les sponsors, l'organisation, les bénévoles, les helpers, sans qui il n'y aurait pas d'événement. Je m'appelle Maxime Audy, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Code With Us, sur Rennes, et on est super cool. En résumé. Rechercher, ça veut dire quoi, en fait? Parce que tout le monde dit, ouais, j'ai envie de rechercher. Ce curseur me stresse. On voit des trucs? Ouais, on voit des trucs. C'est sur les internets, on peut chercher sur Google, étoile noire Star Wars, et on a des résultats. On peut aussi chercher sur, le diable, regardez-le, il fait pas d'éco-conception, ouh, sur des sites de e-commerce, pareil, l'étoile noire, et on a des résultats. Donc on est très satisfait. En fait, ça veut dire quoi vraiment rechercher? On fait des recherches à la Google, donc je recherche full text, c'est-à-dire que là, j'ai une partie de mon résultat ou mon résultat en entier qui a matché ma query, et j'ai des résultats. Je peux faire des recherches approximatives, donc là j'ai écrit wars volontairement en me trompant. On peut faire des suggestions pour nous suggérer des trucs. Donc Google il est un peu vilain parce qu'il vous suggère pas forcément d'utiliser une autre écriture, il vous dit vous êtes trompé, parce que je suis meilleur, donc je vous suggère de faire comme j'avais envie, et je l'ai quand même fait. Donc j'ai quand même modifié votre input pour faire votre recherche, mais vous pouvez quand même faire avec votre input d'origine. Et il nous suggère plein d'autres trucs, des recherches associées, pour faire du Lego, du dessin, ce genre de trucs. On peut faire de l'highlighting, c'est-à-dire mettre en exergue d'où viennent les éléments qui ont matché. On peut faire de l'autocomplétion, c'est super. Et on peut faire également des agrégations et des facettes. C'est en gros sur une liste de résultats, l'ensemble de critères de tri déjà agrégés. Donc ça peut être des critères de prix, des critères de notation, de couleur, de marque, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai pris le site du diable en image, parce qu'il fait très bien ça. Le site avec un E à la fin. Et on a des critères de tri. Sur Amazon, par exemple, je l'ai dit, le critère, c'est la mise en avant. Donc, c'est les trucs les plus recherchés ou quand il y a des partenariats commerciaux, peut-être. Enfin, bref. Ça fait beaucoup de trucs, en fait. Il y a beaucoup d'éléments qui vont faire qu'on va vouloir rechercher. Et la question, à chaque fois que je pose avec les gens avec lesquels je travaille, c'est qu'est-ce que vous voulez faire comme recherche? Les gens me disent, on va faire comme Google. Let's go. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT, parce que c'est IA et tout ça, combien il y a de personnes qui travaillent sur le moteur de recherche de Google? Environ 20% de 190 000. Donc ça fait beaucoup. Donc soyez pas présomptueux, vous n'allez pas arriver à faire Google Search tout seul dans votre petit coin. Nous, on va utiliser Elasticsearch, parce que Elasticsearch, c'est cool, ils font des belles chaussettes. Sachez-le. Et c'est au sein d'un moteur de recherche, au sein d'une stack, d'une suite logicielle qui est gratuite et ouverte, et c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce qu'on a fait pour cette présentation? On a utilisé une API autour de Star Wars qui permet de lister des gens. Ça fait d'autres choses, mais ça permet de lister des gens. Donc il y a 87 people dedans. Il y avait le nom, la taille, la couleur de cheveux, ce genre de choses. Mais c'est tout. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux me générer une petite description pour chaque personnage? Comme ça, j'ai augmenté un peu les résultats. Et j'ai indexé dans mon moteur des champs avec la description et tout ça. Et j'ai peut-être un petit peu triché. Seul l'avenir nous le dira. Ça, c'est pas des développeurs. C'est des personnes qui font du produit. Ils sont gentils. Et nous, on leur demande, bonjour mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous voulez? On pourrait rechercher dans tous les mots, sans accent, sans casse, sans conjugaison. Peut-être qu'on pourrait gérer les caractères spéciaux. Peut-être qu'on pourrait faire des recherches floues, trier par pertinence, tout ça, un tas de trucs. Et il y a un gars derrière
c'est Dylan. Et Dylan, il est commercial. Et bah, il nous a piégés. On doit tout faire. Mais pas de panique. Moi, je suis un pro. Moi, je suis formateur sur Elasticsearch et la suite Elastic depuis longtemps, donc je sais comment faire. Pas de souci. En fait, c'est hyper facile. Pour pouvoir chercher dans tous les mots et trier par pertinence, bah, je vais utiliser un opérateur dans le DSL qui s'appelle l'opérateur match. Easy peasy. Je veux chercher sans accent, sans casse, sans conjugaison, gérer les caractères spéciaux, tranquillou pilou. Je vais utiliser un analyzer custom qui fait du lowercase, de l'ASCII folding, etc. Et ça va marcher. Je peux faire des recherches floues, je sais faire. Il suffit d'utiliser la fuzziness dans Elasticsearch. Bah, ça va fonctionner aussi. Et je peux trier par pertinence, c'était le truc du début, c'est le comportement de base d'Elasticsearch en fait. Il va vous renvoyer directement des résultats triés par pertinence. Donc en fait, c'est facile. Et on peut retourner au goûter. Personne n'a perdu la boule. C'est vraiment trop simple. Du coup, on peut faire des recherches. Dans ma petite appli, j'ai plusieurs index. J'avais le premier là. C'est pas une appli, hein, c'est juste un moteur OS. Avec des gens et eux, il leur manque leur description. Donc je les ai réindexés avec leur petite description. Donc Monsieur Luke, c'est le fils d'Anakin. Spoiler, je crois qu'en fait il est méchant lui. Mais pas sûr à 100%. Et je peux faire dessus des recherches. Donc j'ai fait des recherches pour pas ramener tout ce qu'on appelle la source des documents, uniquement certaines propriétés ici. Et je lui fais une petite recherche sur laser. Et donc là on a des résultats, ce qu'on appelle des hits dans Elasticsearch, qui sont triés selon un truc qui s'appelle le score. Et on voit que ça fonctionne puisqu'il y a des sabres laser dans les résultats. Jusqu'ici, on est à peu près d'accord. Donc c'est la même requête que je viens d'exécuter. On peut chercher sur deux mots. C'est-à-dire que là, il va faire un ou logique entre les deux choses. On va chercher sur les droïdes ou les lasers. Et là, on voit qu'il y a des droïdes qui remontent, des lasers, Mace Windu avec un laser, R4P17 qui est un droïde exactement. Et ce que j'ai l'impression que ça fait, c'est que quand il y a plus de ce qu'on appelle termes qui matchent, le score est meilleur. Donc en fait, ça fonctionne. Je peux aussi chercher en faisant de la recherche approximative. Donc si je cherche sur laser avec un Z, ça fonctionne quand même. C'est fantastique tout ça. Donc là, ça fonctionne parfaitement encore une fois. Quand j'étais petit, il y avait dans les paquets de céréales, on pouvait avoir des petits sabres laser et tout ça. Et il y avait en image un méchant avec un sac dessus. Et ce gars-là, il m'a un peu tourmenté. Moi, je voulais le sabre violet de Mace Windu. Je me rappelle de ce gars-là. Et il y avait ce gars-là qui me tourmentait parce qu'il était vraiment menaçant. Et je me suis dit, je vais demander à mon moteur de me le chercher. Donc c'est un méchant avec un sac, ce gars-là. Donc je fais la même requête et je cherche les méchants avec un sac. En résultat de cette requête-là, j'ai pas du tout le gars-là, quoi. J'ai un homme qu'on appellera Michel en haut à droite, Rugor là, un petit droïde et Jar Jar Binks. Très content. Pourquoi ils remontent ces gens-là? Ah oui, parce qu'en fait, erreur classique, il y a encore le token avec ici. Donc là, on est sur quelque chose, on cherche sur un mot du langage, donc c'est moyen. Et je vais l'enlever en fait. Moi, je l'enlève de mon input tranquille, et là, je cherche que méchant sac. Donc on a encore des résultats. Il y a toujours Rugor là, et il y a d'autres gens, R5D4 et Luminara machin. Et là, en fait, même en creusant bien là, je vois pas trop pourquoi ça match. Et là, on arrive dans la situation où les personnes qui utilisent Elasticsearch vont dire, mais en fait, c'est nul, ça marche pas du tout, votre truc, c'est complètement incohérent, pas du tout d'accord, je veux refaire de l'éléphant. Et on va dire, non, calmons-nous, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Revenons un peu à la base du produit. C'est quoi une indexation? Une indexation, c'est l'action d'indexer. En fait, ça ne veut pas dire persister un document. On va tout de suite dissocier dans le monde d'Elasticsearch la source. Donc c'est vraiment là le payload d'origine, là, le payload du compte Dougu, qui est un ancien Jedi, blablabla, et en fait le résultat de son indexation. Pourquoi on parle vraiment d'indexation? On va répondre à cette question juste après. Juste ce petit document, en fait, c'est un document REST. Elasticsearch expose une API REST. On peut manipuler ses ressources directement via des identifiants si on a envie, avec un petit get là sur Star Wars V2 et son ID. Et j'ai directement le résultat. Là, on voit qu'on n'a pas de pertinence sur des choses qu'on n'a pas cherché. On a récupéré la source directement. C'est le document qu'on va stocker, qu'on va restituer à l'utilisateur, mais c'est pas ça qu'on indexe. La récupération d'un document par son ID, c'est pas comme de la recherche. Si je veux, là, dans ce cas-là, filtrer
sur les documents qui contiennent Palpatine. Donc là, on voit que dans la description, il y a Palpatine, ici même. J'ai 0 résultat. Et donc là, deuxième sapristi. Deuxième fois où vous commencez à pas être très content de ma solution. Effet de surprise. Effet démo, ça. Là, on est déçu. Quand on indexe un document, en fait, qu'est-ce qui se passe pour que ça fonctionne? Et ben, en fait, on va appliquer dessus une analyse de texte sur ses propriétés. Nous, celle qui nous intéresse, vous avez bien compris, c'est la description. C'est là où il y a le texte qu'on a augmenté. Et on va stocker le résultat de cette analyse de texte. On va pas la stocker, pardi. On va l'indexer dans une structure qu'on appelle un index inversé. Et globalement, c'est le genre de structure qui est utilisé dans quasiment tous les moteurs de recherche pour faire de la recherche dite full text. Et c'est ce truc-là qu'on va indexer et c'est pas la source. Donc en fait, il y a une étape préliminaire sur notre propriété avant de pouvoir rechercher dessus. Et effet qui se coule de ce truc-là, c'est que quand on recherche, on peut appliquer ou pas une analyse de texte et on peut appliquer ou pas la même analyse de texte. Bon, ça, c'est des trucs un peu plus avancés. Qu'est-ce que ça veut dire, l'analyse de texte? En fait, on va découper notre phrase en tokens. Donc en fait, c'est les petits bouts de cette phrase. Donc là, pour cette phrase-là, on va la découper en petits mots. Ces petits mots, c'est eux qu'on va mettre dans l'index inversé. Jusque-là, c'est facile. C'est quoi un index inversé? Moi, je l'ai demandé à Wikipédia. Là, c'est une correspondance entre du contenu, blablabla. Le but de l'index inversé est de permettre une recherche plein texte plus rapide contre un temps d'insertion de nouvelles données augmenté. Donc ça, c'est le paradigme de l'index inversé, c'est qu'on va payer le coût et la perf lors de l'indexation, donc à l'indexing time et pas au query time. On va faire le pré-mâcher le boulot avant. L'index inversé, on peut voir ça comme dans vos livres de cuisine, où vous avez à la fin toutes vos recettes, où il y a de la farine, il y a du tofu, ce genre de truc, du steak. Et moi, vu que je suis plutôt un gars qui fait des maths, il y a aussi des livres avec des mathématiciens, ou évidemment Bourbaki, en chapitre 1.1.1 et 7.2.5. Vous avez compris le délire, on va référencer des tokens et l'endroit où ils apparaissent. La sortie de mon analyse de texte là, toute simple, c'est grosso modo cet index inversé là. Spoiler, il n'y a pas que ça en vrai. Mais voilà, on a tous ces tokens, il, est, l'apprenti, de, etc., etc. Et l'identifiant des documents dans lequel il apparaît. Pourquoi est-ce que ça va vite? Si vous recherchez une musique très connue, Palpatine de Boney M, vous faites une analyse de texte, ça donne Palpatine, Boney M, et vous allez chercher en fait sur les 3 tokens dans votre index inversé. Est-ce qu'il y a un des tokens? Oui, non. Et voilà. Ça match ou ça matche pas. Ce qui est fait en interne, c'est que ça, en fait, c'est du Lucene. Donc, c'est l'index inversé dans Lucene. Et on va récupérer l'identifiant du document uniquement. Et ensuite, on va pouvoir le fetch. Et là, on va récupérer la fameuse source qui était le document original. C'est pas Palpatine, le titre de la chanson. Mais bon, ça marche toujours pas. Toujours effet démo, effet de surprise. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il faut dissocier l'analyse de texte, donc la manière de découper notre phrase en tokens et de les indexer dans l'index inversé, de la manière de les chercher. Il y a des opérateurs qui sont différents. Il y a 2 grandes familles dans ES. Il y a la famille des termes query, donc celle que j'ai utilisée, parce que je suis un petit malandrin, qui n'applique pas l'analyse de texte. Donc là, on est déçu. Pour chercher la description, il aurait fallu que je mette en fait toute la description. On a indexé le token tel quel. C'est très utile pour d'autres fonctionnalités dans ES. Et l'autre façon de faire, c'est d'utiliser les opérateurs dits de la famille des match query, donc notamment la query que je faisais dès le début en fait. Des match query qui, elle, va appliquer l'analyse de texte. Et là, ça fonctionne. Et on est satisfait de notre analyse de texte et ça fonctionne bien. Si je cherche dans mon index uniquement Palpatine dans mes documents, c'est même pas le compte Doku qui arrive en premier, mais son assistante de Palpatine. Elle est connue pour plein de trucs. C'est un peu limite, je vais pas le lire. Hop. Les étapes de l'analyse de texte, il y en a 3. La première étape, on se situe au niveau des caractères. Le cas d'utilisation le plus connu, c'est de virer les balises HTML, par exemple. Imaginons, vous faites du scrapping d'autres sites concurrents. Personne ne fait ça, mais imaginons quoi. On peut enlever tous les trucs HTML et on garde une phrase, en fait. On garde une chaîne de caractères. Ensuite, une des étapes les plus importantes, ça va être comment est-ce qu'on crée nos tokens. C'est quoi la logique de découpe? Exemple tout simple, les espaces, il y en a beaucoup plus de logiques différentes. On pourrait découper sur les lettres, tout ce qui n'est pas alphanumérique, sur de la phonétique, enfin on peut s'amuser à faire plein de trucs. Et après on va filtrer nos tokens. Donc pour le coup, ça porte assez mal son nom, ce truc-là,
Parce qu'en fait, on peut pas juste que filtrer, mais on peut en ajouter, on peut en modifier, on peut en supprimer. Et c'est ce qui va nous permettre de gérer les accents, la casse, la ponctuation, la racinisation. C'est la capacité de pouvoir indexer uniquement la racine des mots pour s'abstraire de la conjugaison, des pluriels, ce genre de choses. Et là, en sortie, on produit un tableau. On a consommé un tableau de chaîne de caractères, et on produit un tableau de chaîne de caractères également, mais qui a été filtré ou augmenté. Et en fait, ce sont ces petits tokens-là qu'on va mettre dans l'index inversé. Donc, si on reprend notre analyseur du custom du début, où j'étais allé assez vite, il est vrai, dans mon mapping, donc le mapping, c'est l'endroit où on va positionner justement sur nos structures de données, comment est-ce qu'on souhaite indexer ou pas nos propriétés. Sur mon champ description, j'ai utilisé un analyzer custom. Cet analyzer custom, il utilise le tokenizer standard, donc il va découper sur les espaces et sur certains caractères spéciaux, genre les tirets du 6, ce genre de trucs. Et ensuite, on a des tokens filter qui vont nous permettre de modifier les petits tokens. Donc notamment le lowercase et la scaffolding. Quand on fait du français, c'est clairement un truc qu'il faut tout le temps faire. Enlever les accents, enlever la casse. Le stemmer, c'est la fameuse racinisation. Donc voilà mon petit analyseur. Hop, très content. Pourquoi du coup ça marche toujours pas pour notre méchant avec un sac? Là, on n'a pas répondu à la question. On sait que ça marche avec le avec, parce qu'on a compris qu'on cherchait sur avec. Pour éviter de devoir saisir juste méchant sac, et que ce soit l'utilisateur qui le fasse, parce qu'il ne va pas le faire, parce que vous allez faire des billions of dollars, vous aurez plein d'utilisateurs. Du coup, vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on appelle un token filter stop. C'est ce qui va permettre de supprimer des mots qui sont considérés comme inutiles dans les langages. Mais où est donc Ornicar, le, la, les, ce genre de trucs, et de ne pas les indexer. Ça a plein de vertus, ça va déjà permettre de diminuer drastiquement la taille de vos index inversés, parce qu'il y en a beaucoup des mots comme ça dans le langage, et ça va permettre de se concentrer sur les tokens estimés sémantiques. On n'est pas sur la recherche sémantique tout de même. Ce qu'on peut utiliser dans ces cas-là, quand on fait du français, eh bien, c'est tout simplement un analyseur qui est dédié pour faire du français, qui s'appelle l'analyzer French. Quand on est sur ce genre de problématique où on ne comprend pas trop ce qui se passe dans notre indexation, parce que peut-être que c'est pas vous qui avez codé votre analyzer, ou vous utilisez un analyzer préconçu, ou un analyzer russe, par exemple, vous pouvez utiliser cette petite API qui s'appelle _analyze, qui va vous analyser une phrase que vous mettez en entrée et vous donner les tokens qu'elle produit. Donc là, si vous utilisez l'analyzer français, donc c'est un analyseur qui est fait par les équipes d'Elastic qui permet de gérer du langage français, vous verrez que les tokens produits, c'est méchant ici. Il n'y a pas l'accent, il n'y a pas la majuscule, et sac. Il y a d'autres informations, des offsets, des positions, ce genre de choses. Ce sont des informations qu'on va également retrouver dans l'index inversé. Moi, j'ai simplifié le truc, mais dans l'idée, on a ça. Donc là, en fait, notre phrase-là, avec un analyseur français, on aurait pu avoir méchant et sac. D'accord, mais en fait, je comprends toujours pas pourquoi. Pourquoi, même moi, en reproduisant ce truc-là moi-même, j'ai quand même mis de la scaffolding. Pourquoi ça fonctionne ici? Pourquoi dans mon résultat, j'ai ces gens-là? Eh bien, parce qu'on a mis... Je ne vais pas répondre. Hop. Parce qu'on a mis ce petit paramètre, la fuzziness. La fuzziness, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir faire des recherches floues. Pour comprendre ce qui se passe, on va utiliser votre meilleur ami. Enfin, quand vous devez utiliser ça, vous êtes généralement à la base un peu déçu et circonspect. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe, on va utiliser l'API Explain, qui a évolué dernièrement. Avant, on pouvait l'exécuter sur un seul document dans un index. Maintenant, on peut la mettre sur toutes les requêtes et comprendre pourquoi nos documents y matchent. Et exactement comprendre pourquoi. Si j'explique ici pourquoi ma requête de méchant sac, elle fonctionne, et ben ma magnifique API ici, hop, va me le dire. Hop, ça match parce que dans le champ description, il y a méfiant. Comme par hasard, ça marche ici parce que dans la description, il y a le token ça. C'est nul. Globalement.
comment ça marche la fuzziness? Ça se base sur un truc hyper connu en fait, qui a été créé en 65 par un poteau, le poteau Vladimir. C'est très simple, c'est une formule très compliquée. Moi je comprends pas cette écriture, mais voilà, en fait c'est la distance qu'il y a entre deux chaînes de caractères. La distance entre méchant et méfiant, elle est de 2. C'est l'internet qui le dit. Et la distance entre méchant et Alan Menant, sachez-le, est de 2 également. J'ai utilisé ce petit mot parce que il y a un token qui marche là-dessus. Je ne sais plus c'est lequel, mais on pourrait le retrouver. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la documentation de la fuzziness? Eh ben, elle dit que la distance autorisée par les requêtes floues dépend du nombre de caractères qu'on a dans notre recherche. Donc si on a moins de 2 caractères, ben, ça doit matcher exactement. Et si on a entre 3 et 5 caractères, c'est une distance autorisée, et plus de 5, 2 distances autorisées. Ils disent globalement qu'il faut utiliser le auto, donc c'est ce que j'ai utilisé, qui va permettre de s'adapter à la longueur de ce que vous recherchez. Mais là, dans mon cas à moi, bah, c'était moyennement efficace. Mais c'est pour ça que bah, mes tokens là remontaient, mes documents remontaient, alors qu'ils n'avaient pas trop de sens. Ok, on a compris. On est content. Le saviez-vous? Les tunnels dans Star Wars sont la base et l'inspiration d'un chantier, le tunnel d'Orel, qu'il y a eu dans les montagnes pour faire des trucs. Cette information est partiellement vraie. J'aimerais rechercher dans mes documents les gens qui aiment le tunnel d'Orel, soit qui y ont travaillé, parce qu'ils ont des très bonnes compétences de tunnelier, dans mes documents. J'ai pas du tout changé ma manière de faire. J'ai 86 résultats. J'ai mis une fuzziness à 1, parce que je suis allé voir sur Haddock, et tout à l'heure j'avais un problème quand c'était 2. J'ai dit, je mets 1. Ok. Bah là en fait, j'ai tous les documents qui matchent. Parce qu'une distance à 1 avec mon token D là, eh ben, ça va marcher sur tous les modules lettres. Moyen. On va utiliser auto. Ok. J'ai plus que 24 résultats. Ça commence à être cool. Et bah, D avec une fuzziness auto, bah, en fait, ça marche toujours sur tous les D. Bon, bah, je vais utiliser les stop words. Ok, moi j'ai compris qu'il fallait peut-être que je commence à bosser un petit peu. Donc je vais utiliser les stop words. Et vu que je suis quand même relativement feignant, je peux plus scroller, ça c'est décevant. Donc je vais créer pour ça un nouveau mapping. Ah oui, vraiment, je peux plus quoi. Hop. Donc je vais pouvoir créer un nouveau mapping avec des stop words. J'en ai mis que 2, le L et le D, pour illustrer ce cas précis. Et je vais pouvoir l'ajouter dans ma chaîne d'analyse. Là, on va utiliser une API vraiment très cool d'Elasticsearch qui va permettre de réindexer des documents d'un index vers un autre. Là, j'ai mis aucun paramètre, mais on peut aller loin dans la customisation. Et du coup, j'ai maintenant un nouvel index, Star Wars V3, qui a une nouvelle politique de recherche, et je peux exécuter, d'indexation, pardon, je peux du coup exécuter cette recherche, et là, j'ai 3 tokens. Donc on commence à se rapprocher de la vérité, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant entre les deux recherches, c'est que mon max score, il a évolué. Alors la pertinence maximale de mes résultats a évolué en changeant ma façon d'analyser. Ok, pourquoi pas. Le truc qui est dommage, je ne sais pas si on voit très bien, si on voit bien, c'est limpide, c'est que Dark Maul, il a fait son stage de 3e dans le tunnel d'Orel, avant de se faire découper en 2 par Kenobi. C'est le seul en fait qui a bossé au tunnel d'Orel, et le gars il est 2e. Donc bah, il est un peu déçu, de une, et nous aussi dans notre recherche, on n'est vraiment pas pertinent. Et si on regarde les premiers, eh bah, ces 3 PO là, déjà il est chiant, ça je le sais. Et en plus, il fait pas de tunnel. Et le compte de coup, lui, c'est un grand fan de tunnel. Bon, bah ok, il est à peu près dans le thème. Comment ça marche cette pertinence? Parce que là, on a quand même réussi à cibler des résultats. On se doute un peu qu'il y avait de la floutitude derrière tout ça. Mais comment ça marche ce calcul là, de la pertinence? Et bah, par défaut, j'ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit que c'était des algorithmes qui sont utilisés. Donc le TF-IDF, l'algorithme historique, et le BM25. Donc, par défaut, dans Elasticsearch, on trie par le score, c'est cette fameuse pertinence. Et on utilise par défaut le BM25. Ils disent que
C'est la même chose que le TF-IDF en gros, mais avec des normalisations sur certaines propriétés. Qu'est-ce que c'est le TF-IDF? Le TF-IDF, c'est un algorithme qui va permettre de calculer la pertinence. Il va opposer deux critères fondamentaux, la term frequency à l'inverse document frequency, la TF, on commence à être un peu calé, on dit ça, le nombre de fois que le terme apparaît dans notre document, et on va l'opposer à le nombre de fois que le terme apparaît dans tous les documents. Comment ça se calcule, la term frequency? C'est cette petite formule. C'est le nombre brut d'occurrences de notre terme dans notre document qu'on va diviser par le nombre total de termes dans notre document. Si on fait ce petit exemple, si mon terme recherché apparaît 3 fois et que ma propriété possède 9 mots, j'aurai une TF de 0,3. Si mon terme il apparaît 3 fois alors qu'il y a 90 mots, j'ai plus que 0,03. Donc en fait, le TF, là, c'est que plus j'en ai, et plus ça match, et moins mon document est long, plus ça match. Donc c'est vraiment le côté, la donnée, elle est là, j'en ai beaucoup, et du coup, c'est très pertinent. Et on va opposer ça à l'inverse document de frequency. Là, c'est le nombre de fois où mon terme il apparaît dans tous mes documents. Et là, c'est ce qui est rare et cher. C'est si j'ai 1000 documents et que mon terme recherché il apparaît 10 fois, j'aurai un score de 1,96. Et si j'ai 1000 documents et que mon terme apparaît 500 fois, donc il est quasiment dans tous les documents, et là j'ai plus que 0,3. Donc là on commence à me pointer du doigt l'intérêt aussi d'enlever les stop words. Les stop words qui vont être quasiment, donc les mots du langage, qui vont être quasiment dans tous vos documents, et du coup qui vont avoir une IDF très faible, et du coup qui risque de polluer un peu votre scoring. Et derrière, on a le BM25. Donc on a le TF-IDF, hop, la formule de base. Et ensuite, on a le BM25. Donc la doc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit qu'en gros, c'est du TF-IDF, mais qu'on peut aussi normaliser nos résultats avec des fonctions de saturation pour éviter qu'en gros, le poids d'un terme impacte trop les résultats de scoring. Ok, et on utilise ça par défaut. Formule de maths, encore une fois, j'ai perdu des neurones là-dessus. Donc en gros, on a le TF-IDF plus la term frequency saturation et la documentless normalization. En gros, c'est la taille du document. Si c'est le 1 sur 3, 1 sur 300 000. Ok. Pourquoi, du coup, dans le tunnel d'Orel ici, avec cette recherche-là, mon dark mode il est deuxième. Pourquoi? Là, c'est un cas de prod. Hein, c'est dans mon appli. Il ne faut pas que ce soit deuxième. Il faut que ce soit premier, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous n'avez qu'une seule solution, à mon sens, c'est d'aller voir l'API Explain. Eh bien, allons-y. Hop, le voici. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai un score, donc j'ai ces 3 PO en premier. Je vous laisse le temps d'apprécier. Avec un score de 5 et des bananes. Et on voit qu'en fait, on a accès à tout le calcul, toute l'explication du calcul de chaque clause du calcul du score. Donc on voit que ça a généré un score de 2.27, pardon, parce que dans la description, il y avait tuner, et que on a un boost ici de 1.8, donc ça gardez-le un peu dans votre tête. C'est pas votre boost à vous que vous auriez pu positionner, on en parlera plus tard, mais c'est un boost interne au moteur. Et on a 2 clauses, donc le IDF, donc on n'a pas raconté que des conneries, et le TF, et du coup vous avez vraiment tous les paramètres. Donc là on voit qu'il y avait 2 documents sur 87 qui possédaient ce terme-là. Donc on a un IDF de 3 et quelques. Pareil pour le TF, et là on voit qu'on a, hop, des notions de saturation, de lens normalization. Donc là, on a des détails du calcul du score. Et ce, pour tous nos documents. Donc en fait, on peut comprendre pourquoi lui, hop, il est plus pertinent que le deuxième. Le deuxième, lui, il fait du tunnel, c'est dark mode, donc on est relativement satisfait de ça. Lui, il a un boost de 2.2 ici. Donc ça, c'est du boost interne, c'est du boost lié à la fuzziness. Et en fait, plus votre distance est élevée, moins votre boost interne est élevé. C'est ce qui va permettre c'est comme ça qu'il va faire du scoring en interne. Et on a les autres clauses qui donnent quelque chose. Hop. Et on a également ici un match. C'est un peu sur Orel.
Notre premier document, là, je suis passé un petit peu vite, mais il dit que lui aussi, il a matché 2 fois. Il a matché sur rel. Pourquoi il match sur rel? Si on regarde sa source, hop, on voit pas grand-chose qui pourrait, avec une distance faible, matcher sur rel. Le seul truc qu'on voit, c'est peut-être ici relatif. Voilà, il possède pas de tuner radio. Ok, donc c'est clairement, ça devrait être moins pertinent que Darkmole. Mais on a quand même un match sur rel, et ça, c'est bizarre. On voit que le deuxième document, lui, il a matché sur Orel. Donc là, tunnel de rel, Orel, ça a l'air d'être plus sympa. Mais on a quand même un peu de mal à comprendre pourquoi ça match. Pourquoi rel et Orel, ça match. Et le dernier, on va le faire pour le plaisir, mais je crois que lui, il a que tunnel. Donc là, lui, il a qu'une clause qui match. Par défaut, dans Elasticsearch, les résultats des clauses sont additionnés. Et on voit qu'il y a un grand écart entre ceux qui en ont 2, donc qui sont à peu près à lui 5.3 et 4.8, et l'autre qui a 3.2 et des bananes. On sait pourquoi ça marche, mais on comprend toujours pas. Pourquoi ça marche dans le premier résultat sur rel? On va demander à l'API d'analyse de texte de nous faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand j'analyse avec mon Custom Analyzer ma phrase tunnel d'Orel? Et ben j'ai tunnel et Orel. Ok, donc ça c'est ce qui a matché dans le deuxième document. Je suis très content. Qu'est-ce qui se passe si j'analyse relative avec le français? Et ben là j'ai une racine du mot qui est relatif. Et qu'est-ce qui se passe si j'analyse relative avec mon analyseur à moi? J'ai une racine de ce mot-là qui est rel. Est-ce que j'aurais pas mélangé les torchons et les serviettes dans mon analyse de texte? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la distance entre Orel, là on se rappelle, ce qu'on cherche vraiment derrière, c'est on est dans l'index inversé, on n'est pas dans la source. Donc lui, le Orel, O-R-E-2-L-E-S, ça fait longtemps qu'il l'a oublié quand il essaie de chercher, quand il fait les distances. Donc il va faire la distance entre notre token Orel et rel, qui est de 1, et du coup, ça match. Comment ça se fait que ça match? Parce qu'en fait, on a indexé des choses avec l'analyseur standard, qui lui fait de la racinisation avec un analyseur plus proche de l'anglais que du français. Tout simplement. Si vous analysez relative in English, eh ben c'est rel, la racine de relative. Et c'est pour ça que dans notre document, qui est lui en français, on a une racine anglaise qui va matcher sur un truc qui n'a rien à voir. Et là, sapristi, on est fichu. Mais au moins on a compris. Donc ça veut dire qu'on a des leviers pour éviter de faire ça. Le premier levier qu'on pourrait faire, déjà, c'est de dire, ok, moi je suis nul en racinisation. Les algos sont compliqués. Et par contre, je me dis que l'exemple d'avant, j'ai quand même mes 2 tokens, mes 2 clauses, enfin mes 2 phrases, elles ont 2 clauses qui matchent sur les 2. Pourquoi ces 3 PO il est avant Darkmole? Déjà, j'aimerais bien comprendre pourquoi. On a un indice là-dedans, c'est la taille du champ. Et la taille du champ a un impact fondamental dans l'algorithme BM25 de base, parce que c'est la fameuse length normalization. Dans Elasticsearch, ce qui est cool, c'est qu'on peut modifier ces paramètres. Le paramètre de base de la length normalization est de 0.75, donc le facteur de normalisation par rapport à la taille, et je peux le surcharger. Et là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Kibana, magnifique logiciel. Hop. Je cherche mon nouveau mapping. Donc je vais faire la même chose à chaque fois en fait. Je vais shooter mes données quelque part. Hop. Et je vais en recréer un nouvel index ici, avec un custom BM25. Et je vais dire à mon moteur, moi la taille du champ, je veux quand même qu'on la garde. Je veux quand même que ce soit discriminant dans ma pertinence, mais je veux que ce soit moins impactant. Parce que c'était pour faire cette démo. Après, fonctionnellement, vous faites ce que vous voulez en vrai. Donc là, je crée mon nouveau mapping. Comme d'hab, je réindexe. Et je peux faire ma même requête. C'est la même. Et là, Darkmole remonte en premier. Puisqu'on a joué sur un truc qui n'avait rien à voir avec la racinisation pour le coup. Mais on a compris que c'était
égale en termes de matching de clauses parce qu'on s'était trompé dans les langues et on peut pas corriger ça rapidement, c'est difficile. Par contre, je sais que je veux que les documents, peu importe leur longueur, ça matche à peu près de la même manière. Donc là, en mettant 0.2 au lieu de 0.75 ici même, eh bien Darkmole va passer devant l'autre, et c'est bien C3PO qui est juste derrière. Et ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que le score, là, il a vraiment explosé. On est passé de 5 et quelques à 6.6. Il faut jamais comparer des scores dans des univers différents. Entre deux index, entre deux mêmes queries, c'est difficilement comparable. Il faut savoir aussi, on se fait souvent avoir au début, quand on est, Elasticsearch est une technologie distribuée, donc clusterisée, c'est que la pertinence des résultats est calculé dans ce qu'on appelle un shard. Et un shard, c'est un fragment de l'index. Et un index peut être shardé en plusieurs partitions, donc les fameux shards, et on calcule dans les shards. Donc attention à ça. On peut se faire avoir au début de pas trop comprendre pourquoi il dit que j'ai que 25 documents. Ah oui, parce que je suis sur un shard qui n'en a que 25. Mais dans le corpus total, j'en ai peut-être 200. On peut surcharger ce comportement avec un paramètre dont j'ai oublié le nom. Ok, donc on a vu qu'on pouvait jouer sur la taille des champs et voir que c'était moins impactant. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Là, les algorithmes de similarity, il y en a plein. Moi, je connais en vrai, je connais que le BM25. Il y en a d'autres, DFR, DFI, etc. Je ne sais même pas trop ce qu'ils font. Mais il y a ces implémentations, elles sont déjà présentes dans le moteur Elasticsearch. Et il y en a un autre là qui me plaît bien, moi. Le scripted. Ça veut dire qu'on peut scripter des choses. Ça veut peut-être dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, essayons. L'API de scripting similarity va vous permettre de développer votre propre formule de scoring. Dans la doc, il y a un petit warning que je vous laisse lire, si vous en avez envie. En gros, ça veut dire que vous pouvez faire n'importe quoi et que ça ne va plus rien ramener, donc faites attention. Si on prend dans la petite doc, il nous file l'algorithme du TF-IDF. Et en gros, il vous le donne. Donc je me suis dit, allons voir comment ça marche. C'est cet algorithme-là. Donc c'est un langage qui porte bien son nom. J'aime bien raconter cette petite histoire. Au début, dans Elasticsearch, il y avait un langage qui s'appelait le MVEL, qui permettait de faire grosso modo la même chose. C'était moyennement satisfaisant. Après, ils sont passés sur une sandbox Groovy. C'était moyennement satisfaisant parce qu'il y avait des gens qui arrivaient peut-être à la craquer, la sandbox. Et après, ils ont fait un autre langage maison qui s'appelle le Painless. Je pense qu'il porte bien son nom. Et je pense qu'ils ont un peu sué pour le développer. Mais il fonctionne et c'est ce langage-là de scripting qui est utilisé partout dans la techno Elasticsearch. Donc ça, c'est le TF-IDF codé en scripting. Ce que moi, j'aimerais faire, parce que j'ai déjà eu ce cas, c'est que je ne veux pas pénaliser les termes extrêmement populaires. J'ai bossé il n'y a pas très longtemps chez un éditeur de logiciels qui faisait de la recherche de profils sur des technologies. Et il y avait des technologies très populaires, comme par exemple Java, c'est très populaire, plus que par exemple TypeScript ou JavaScript, des trucs comme ça. Et on ne voulait pas pénaliser les CV des personnes qui faisaient du Java, parce qu'il y en avait plein en fait. Et du coup, si on a suivi un peu ce que je disais, il y a un truc qu'il faut qu'on enlève, c'est l'IDF. L'IDF, c'est ce qui va faire que mon token va être moins populaire s'il apparaît partout. Du coup, on n'a qu'à le coder. Et en fait, pour le coder, c'est facile, il suffit de l'enlever. Je reprends le TF-IDF, j'enlève le ici IDF, POC, et j'ai ma nouvelle formule de scoring qui ne prend pas en compte la popularité, enfin la présence multiple d'un token dans mes documents. Donc ça, c'est plutôt cool. Pas besoin de vous le montrer, il y a tout le code qui est là. Et ça, suffit de la même manière, on crée un nouvel index, on réindexe, et on peut tester, et ça marche. Believe me. Maintenant, on va passer sur comment est-ce qu'on utilise tout ça. Parce que là, on a vu les causes, globalement, mais on n'a pas vu en fait comment on fait pour qu'on trouve le gars avec le sac là, le méchant là, qui a l'air très menaçant. Et dans Elasticsearch, rappelez-vous, on dissocie la source, donc le document original, ce qu'on va restituer à l'utilisateur, de la manière de l'indexer et de le requêter. Donc on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des fields, des multi-fields, de la multi-indexation, c'est la même chose, sur la même propriété du document en entrée, à savoir ma description, je vais pouvoir l'indexer de multiples manières. J'aurais pu dire moult, parce que j'aime beaucoup ce mot. La première manière ici, c'est
description avec un type texte. Donc c'est le truc de base. Texte, ça veut dire chaîne de caractères avec une analyse de texte. Je lui fournis un analyzer, donc My Custom Analyzer, et je lui dis que tu utilises la similarity. Donc c'est le truc qu'on a codé avant. BM25 Custom. C'était quand on modifiait la normalization. Et ensuite, je lui dis tu rajoutes d'autres propriétés. Tu indexes d'autres choses. Donc en fait, tu crées d'autres index inversés qui vont toujours être cachés derrière description. En vrai, pas vraiment. Ce sera description, description.tf, celui-là, et description.original, celui-là. Le deuxième, on utilise toujours un type texte, et celui-ci, on va utiliser toujours notre analyzer custom, et cette fois-ci, on va utiliser notre similarity sans l'IDF. Donc le deuxième qu'on a codé. Et je vais en indexer un troisième, un truc que j'ai appelé original, qui fait de l'indexation en keyword. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que c'est zéro analyse de texte. Généralement, quand vous faites de Elasticsearch la première fois, vous lancez vos trucs et vous faites « Ah, incroyable, ça marche !» Il y a plein de champs, toto.keyword. Et c'est ces champs-là, en fait. C'est ces champs qui sont doublement indexés par défaut dans Elasticsearch parce que les champs de type keyword, c'est eux qui vont vous servir à faire des agrégations, des filtres, à être efficace sur ce genre de besoins fonctionnels. Et ensuite, on va pouvoir jouer sur les queries. Dans les queries, on va pouvoir combiner des clauses. Avant, j'étais un peu naïf. Bon, je le suis toujours, vous me direz. Mais je cherchais en fait, disons que je suis là, ça c'est tous les trucs. Peu importe ici, voilà. Je cherchais sur uniquement une clause. Et du coup, j'avais vraiment qu'une intelligence de scoring. Et ce qu'on peut faire plutôt, c'est de faire plusieurs queries dans la même query. Donc des inner queries, plusieurs clauses. Donc je vais utiliser les queries booléennes qui vont me permettre de combiner des clauses. Le should, ça veut dire en gros, ce serait bien que cette clause match. Si on a bien suivi l'idée, le délire derrière, c'est de booster la pertinence quand ça match. Et le deuxième, je combine ça avec un must, donc il faut un minimum que cette query ait match. La première, c'est un terme. Donc la famille des termes query n'applique pas d'analyse de texte. J'avais fait des trucs et tout, incroyable. Ah, là, il y a tout d'un coup, je m'en doutais. N'applique pas d'analyse de texte. Donc si jamais, par le plus grand des hasards, on a un truc qui match directement au tunnel d'Orel, donc c'est-à-dire que c'est le truc écrit parfaitement à la lettre près avec les majuscules et tout ça, je lui mets un boost de 10. Let's go, ça match énormément. C'est une recherche exacte, c'est très peu probable que ça arrive par mon input utilisateur, mais ça peut arriver. Deuxième clause, je fais une recherche de phrase sans fuzziness. Donc là, je fais une recherche pas floue. Il faut que j'ai un de mes deux tokens qui match. Alors on se rappelle, les tokens qui sont cherchés, c'est pas ceux-là. Ils sont analysés et il y a une liste de tokens qui est produite qui va être cherchée dans nos index inversés. Et là, ce qu'on voit, c'est que les champs sur lesquels je cherche, c'est pas les mêmes. C'est que ma recherche exacte, je le fais sur description.original, celui qui n'a pas eu d'analyse de texte, que ma recherche, je suis en train de faire n'importe quoi, ma recherche ah oui, il y avait la recherche de phrases en plus, disons ça ensuite, ma recherche de sans fuzziness, il y a un boost qui est important, mais qui n'est pas exceptionnel par rapport à l'autre, et en plus de ça, j'ai utilisé un autre opérateur, le match phrase, un opérateur qui va demander à ce que mes tokens, après analyse, encore une fois, toujours, se suivent. Il y a une logique de suivance. Et si vous vous rappelez, moyennement sûr de ce mot-là, si on recherche le petit analyze, rappelez-vous, il y avait en résultat de votre analyse de texte les positions. C'est ça qui va être utilisé derrière. Et si vous faites du highlighting, vous allez mettre en exergue les mots d'où ça vient dans votre texte, vous allez vous baser sur des offsets. Et c'est également des informations que vous avez dans l'analyse. Donc ce endpoint-là, c'est un peu votre petit pote. Troisième clause, il y en a des clauses. Et là, on fait ce que je voulais dire avant, donc la recherche sans fuzziness sur le champ TF, donc là sans l'IDF, avec un léger boost de 3. Et enfin, sur le champ avec le BM25 sans la normalisation, je veux faire une recherche match classique. Donc j'applique pas de boost ou un boost de 1 avec une fuzziness que j'ai forcé à 1. Ça c'est un choix DPO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des boosts positifs mais aussi négatifs.
Et j'ai vu des clients, sans les citer, qui ont des obligations légales de proposer les produits de marques concurrentes, qui font en sorte de les matcher et de faire des boosts négatifs pour qu'ils arrivent à page 194. Mais ils sont là. Sans les citer, évidemment. On les embrasse. Et du coup, on peut mettre des boosts 0.5 ou ça va diminuer le score. Donc là, si j'ai tunnel de rail avec un match avec une fuseness auto, donc potentiellement une distance de 2, j'ai un boost moindre, mais cette clause, elle est obligatoire. C'est-à-dire que je vais quand même matcher à minima cette clause-là. Donc là, on combine tout un tas de trucs pour arriver au résultat qu'on estime être bon. Généralement, cette logique-là, bon là, elle veut rien dire. C'était pour déjà, je me suis adapté à votre niveau pour que vous puissiez comprendre. Et en plus, c'était pour la démo. Mais c'est là dans vos applications que va résider votre métier en fait. Votre fonctionnel, il va être dans ces choses-là. Comment vous allez combiner vos clauses, comment vous allez indexer vos propriétés de manière différente pour réagir à tel ou tel besoin. On n'a toujours pas trouvé notre méchant avec un sac. Et on est toujours sous l'emprise de sa potentielle méchanceté. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de le retrouver ? Eh ben, j'ai un peu abusé sur l'exemple, mais on pourrait utiliser des synonymes. Les synonymes, c'est justement un des tokens filters qui nous permet d'en ajouter. Donc là, je dis que, en fait, méchance, ça peut être un synonyme de chasseur de primes. Ah, ça passe. Et que sac, ça peut être un jetpack. Là, c'est plus, j'aurais pu mettre sac à dos, mais tranquille, j'ai mis sac et jetpack. Et là, évidemment, on retrouve le méchant avec un sac qui s'appelle Boba Fett. Et parce qu'en fait, ce gars, il est méchant avec un sac parce que c'est un chasseur de primes redoutable qui se déplace avec un jetpack. Et du coup, c'était ça le truc. C'est pour ça qu'on le trouvait. Comment est-ce qu'on a fait pour le retrouver ? De la même manière que depuis tout le temps, en fait. J'ai fait un nouveau mapping. Ici même. Et je vais rajouter un filtre sur les synonymes. Évidemment, là, ils sont pourris mes synonymes, mais dans la vraie vie, il y a des dictionnaires de synonymes pour toutes les langues, pour vos métiers, quand vous avez des produits qui se ressemblent, enfin vous faites ce que vous voulez en gros. Et vous le mettez dans votre index, vous supprimez celui d'avant, vous créez votre nouveau mapping. Donc là, je crée un nouvel index en vrai, avec des settings ici, d'analyse de texte, de similarity, et j'ai un mapping, donc c'est le fameux mapping avec les plusieurs propriétés. Et j'utilise, et je cherche méchant avec un sac, et j'ai Boba Fett. Fantastique. Fantastique. Oh, n'en faites pas trop. J'aurais dû le mettre en même temps que vous appellissiez, ça aurait pu faire un plus bel effet. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans Elasticsearch ? On peut faire un milliard de trucs et par pitié, ne réinventez pas la roue. Là, ce que je vous expliquais, en vrai, c'est les fondamentaux. C'est plutôt les fondamentaux de Lucene. Et derrière, Elasticsearch fournit tout un tas de fonctionnalités enrichies et qui sont là pour vous. Si vous avez besoin de faire de l'autocomplétion, utilisez peut-être un truc qui s'appelle completion. Ou encore mieux, de mon point de vue, Search as you type. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui permet de matcher, pas forcément sur un préfixe, donc quand vous commencez à taper, mais dans n'importe où dans votre phrase. Si vous voulez faire des suggestions, peut-être qu'il faut utiliser un truc qui s'appelle les suggesteurs. Ça me paraît adapté. Si vous avez besoin de résultats qui sont similaires, utilisez les more like this. Ça paraît également adapté. Et si vous voulez faire de l'highlighting, faites de l'highlighting en utilisant un truc qui s'appelle l'highlighting. Ça paraît adapté. Ce qu'on va là dans ces features-là, il y a plein de trucs différents. Il y a des choses qui vont nécessiter de modifier vos mappings, donc d'indexer des champs supplémentaires. C'est le cas des completion et de certains suggesteurs. Et il y en a d'autres qui sont des opérateurs de recherche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire entre ces deux mondes-là ? C'est qu'il y en a qui vont coûter cher à l'indexation et d'autres plutôt au runtime. Et là, après, c'est à vous de jauger sur c'est quoi vos cas métiers, c'est quoi vos critères d'acceptance. On fait du test et tout ça, et normalement, on s'en sort. Attention sur ce qu'on a fait juste à présent, on a fait de la recherche pas du tout sémantique. C'est-à-dire que si on cherche cette phrase-là de David, ça fait un bizarre là, ce n'est pas les droïdes que vous recherchez, et avec tout ce qu'on a vu avant, ça va quand même matcher.
Même si on dit au moteur, en fait, je veux pas ces droïdes-là. En fait, ils vont quand même remonter parce qu'on a vu que nous, on n'avait pas du tout de notion de compréhension du langage, de sémantique. Si vous voulez faire ce genre de choses, eh bien, vous pouvez chercher différemment avec Elasticsearch. Vous pouvez aller regarder, c'est trop tard, c'était juste avant, mais le talk de David en replay. Vous allez utiliser du coup de la recherche vectorielle avec les dense vectors, des embeddings, c'est la partie un peu compliquée, qui va nécessiter, vous allez prendre votre donnée, vous allez la représenter sur des vecteurs en n dimensions, de 1 à 1000, 2000, 3000, vous faites ce que vous voulez, et des algorithmes de KNN, donc de comparaison avec les voisins, et en fait, vous faites de la comparaison de vecteurs, et vous trouvez les documents qui sont similaires selon comment vous avez construit vos embeddings. Donc là, c'est un autre pan de la recherche qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu juste à présent, mais évidemment, on peut combiner les deux. C'est pas interdit d'indexer les choses en vecteur et dans du search plein texte classique. J'espère que maintenant vous avez déjà moins peur de Boba Fett et que vous allez pouvoir faire la chasse aux bugs comme ça, et surtout que ça vous a émerveillé. Et que maintenant vous allez pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe quand vous avez des résultats de recherche qui ne vous paraissent pas, à votre sens, pertinents. Et vraiment d'aller comprendre, d'aller dans les clauses et de faire OK, ça match parce qu'il y a tel truc et qu'il y a tel paramètre. Et vous pouvez tout rejouer derrière, customiser et faire la sauce que vous avez, dont votre SI a besoin. Merci à tous.